As-tu déjà remarqué comment certaines personnes arrivent à parler avec n'importe qui, n'importe où, comme si c'était quelque chose de totalement naturel, tandis que d'autres bloquent même pour lancer une simple conversation? Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas un talent secret, ce n'est pas un don. C'est de la technique, c'est de la pratique, c'est de la compréhension. Et toute technique peut s'apprendre. Aujourd'hui, ici avec toi, je vais te montrer comment maîtriser cette capacité. Tu vas découvrir 7 fondements stoïciens de communication, des principes simples qui transforment une conversation ordinaire en quelque chose qui crée de la connexion, du respect et de la présence. Et non, ça n'a rien à voir avec mémoriser des phrases toutes faites ou jouer une personnalité qui n'est pas la tienne, bien au contraire. Il s'agit de retrouver la manière la plus humaine de parler, avec attention, sincérité et intention. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Le plus impressionnant, c'est que même après 2000 ans, leurs paroles continuent de fonctionner, continuent d'apporter de la clarté, continuent d'enseigner comment mieux se relier au monde et aux autres. Quand tu apprends ces fondements, tout change. Tes conversations deviennent plus légères, tes relations deviennent plus solides, et ta confiance en toi grandit d'une manière que tu n'as peut-être jamais connue. C'est comme avoir une boussole dans n'importe quel échange. Tu sais où aller, ce qu'il faut observer et comment conduire la conversation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être expansif. Tu n'as pas besoin d'être celui qui parle le plus, ni d'être le centre de l'attention. Tu as seulement besoin de comprendre les principes que je vais te montrer maintenant. Et quand tu comprends ces principes, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de chercher l'approbation, et c'est justement à ce moment-là que les gens commencent à te remarquer. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, on commence. Principe 1. Qu'est-ce que cela a représenté pour toi? Il existe des questions qui ouvrent des portes, et il existe des questions qui ouvrent les personnes, et celui qui apprend à faire partie de la deuxième catégorie n'a plus de conversation superficielle, parce qu'il découvre que la connexion ne naît pas de la quantité de mots, mais de la qualité des questions. Imagine la scène, tu es en train de parler avec quelqu'un et tu poses les habituels « Alors, ça va ?» ou « Comment s'est passée ta journée ?» La réponse vient automatiquement, presque sans réfléchir. « Ça va. C'était chargé. Normal. » Et la conversation s'arrête là, non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce que tu ne lui as pas donné une vraie chance de se montrer. Ces questions sont sûres, mais elles restent en surface, elles ne créent pas de profondeur, elles ne créent pas de chaleur, elles ne créent pas de lien, elles font seulement bouger l'air. Maintenant, imagine une autre attitude, la même personne, le même contexte, le même moment. Mais tu poses une question différente, une question qui ne demande pas de performance, seulement de la sincérité. Une question qui invite et qui ne met aucune pression. Tu dis calmement « Qu'est-ce qui occupe ta tête en ce moment ?» Ou alors « Qu'est-ce que ça a représenté pour toi ?» Ou encore « Quelle a été la partie la plus difficile pour toi ?» Et soudain, quelque chose change dans l'expression de la personne. Elle respire, elle réfléchit, elle cherche la réponse en elle, et non pas à l'extérieur. C'est ça, la différence. Les questions profondes ramènent l'autre vers l'intérieur, puis le ramènent vers toi de façon plus authentique. Les gens ne se souviennent pas d'une conversation pour les informations échangées. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti, et quand quelqu'un sent qu'il peut s'ouvrir avec toi, le lien naît à cet instant. Dale Carnegie disait que les conversations les plus mémorables sont celles où tu fais l'autre parler de ce qui compte vraiment pour lui, non pas parce que tu veux avoir l'air intéressé, mais parce que tu t'intéresses réellement à ce qui se cache derrière les mots. Et Sénèque complète cette vision avec encore plus de profondeur. Personne n'ose regarder à l'intérieur de soi, mais tout le monde souhaite être vu. Et c'est exactement ce que font les questions intelligentes. Elles aident l'autre à se voir, pendant que tu le vois avec lui. Mais il y a un détail important. Les questions profondes ne sont pas des interrogatoires. Elles ne servent pas à enquêter ni à forcer une intimité. Elles servent à ouvrir un espace. Et l'espace est tout ce qu'une conversation demande pour s'épanouir. Quand tu demandes « Comment ça t'a touché ?» ou « Qu'est-ce que tu en as appris ?» Tu n'es pas en train d'envahir. Tu es en train de dire « Je peux t'accompagner de l'intérieur si tu veux bien m'y emmener. » Ce type de question demande du courage parce qu'il demande de la présence.
Et ils demandent que tu sois prêt à entendre des réponses sincères, brutes, humaines. Mais c'est justement pour cela qu'elles créent un type de connexion qui ne se défait pas. Les stoïciens disaient que la vraie sagesse naît quand nous apprenons à comprendre non seulement nos émotions, mais aussi celles des autres. Et les questions profondes sont des outils de compréhension, non pas parce qu'elles donnent les bonnes réponses, mais parce qu'elles révèlent des vérités qui étaient cachées. Au final, tu vas réaliser quelque chose de simple et de puissant. Les meilleures conversations de ta vie ne sont jamais nées de phrases toutes faites. Elles sont nées de questions qui ont demandé à l'autre de montrer un morceau de lui-même. Et quand une personne sent qu'elle peut montrer ce morceau sans peur, sans jugement et sans précipitation, elle se souvient de toi, avec une tendresse qui ne s'explique pas. Elle se ressent. Les questions qui ouvrent le cœur créent des liens invisibles. Et les liens invisibles sont les seuls qui durent vraiment. Principe 2. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. 5 mots simples, mais quand ils sont dits avec présence, ils deviennent l'une des attitudes les plus puissantes de toute communication humaine. Imagine la scène. Quelqu'un commente en passant, en tenant une tasse de café, « J'ai commencé à courir le matin ». Ce n'est qu'un détail presque lâché dans l'air, mais c'est précisément dans ce genre de détail qu'une conversation peut naître ou mourir. Parce que la réponse habituelle est souvent automatique. « Ah oui, moi aussi j'ai essayé de courir, tu sais. D'ailleurs, j'ai même acheté une super paire de baskets. » Et quand tu te rends compte, tu es déjà en train de parler de ton application de course, de ton chrono, de tes performances, de ta routine. Et la porte qu'elle avait ouverte se referme doucement, comme si tu avais traversé la conversation pour retourner dans ton propre monde, comme si tu avais quitté son univers pour retourner directement dans le tien. Ça ressemble à une conversation, ça ressemble à de l'enthousiasme, ça ressemble à de la connexion, mais ce n'est pas ça. C'est une compétition de projecteurs, c'est l'instinct de vouloir montrer quelque chose sur soi, c'est l'angoisse de remplir le silence avec sa propre histoire. L'autre personne t'offrait une petite fenêtre pour entrer dans son monde, mais au lieu de passer la fenêtre, tu as tiré le rideau et tu es revenu dans ton propre décor, et la conversation perd alors son éclat, sa profondeur, sa vérité. Maintenant, imagine une autre posture. Elle dit « J'ai commencé à courir le matin » et tu réponds simplement « J'aimerais en savoir plus là-dessus » et tu n'ajoutes rien, tu ne cherches pas à t'égaliser, tu ne cherches pas à avoir l'air compétent. Tu ne transformes pas l'expérience d'autrui en tremplin vers la tienne. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une attitude. C'est toi laissant de l'espace. C'est toi disant avec une vraie curiosité « Montre-moi ce qu'il y a là-dedans ». Tu ouvres simplement un terrain fertile pour que la conversation puisse s'épanouir. Parce qu'à cet instant précis, le centre de la conversation n'est pas toi. C'est le monde qu'elle vient de révéler, simplement, sans s'en rendre compte. Et ce type d'écoute n'est pas passive, elle est active, elle est mûre. C'est une forme d'attention qu'on ne voit pas tous les jours. Et c'est exactement là que la magie opère. Les gens passent leur vie entière à attendre quelqu'un qui les écoute vraiment. Quelqu'un qui veuille réellement comprendre ce qu'il y a derrière une phrase simple. Quelqu'un qui s'intéresse non pas au sujet, mais à la signification personnelle que ce sujet porte pour eux. Quand quelqu'un rencontre enfin cela, tout change. Le regard s'adoucit, le corps se détend. La voix devient plus vraie. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Ce n'était pas une jolie métaphore, c'était une orientation pratique, une sagesse pour le quotidien. Quand tu écoutes avec un véritable intérêt, quelque chose change dans l'air. La personne se relâche, les épaules tombent, la respiration ralentit, le regard retrouve de l'éclat. Et c'est là que naît la vraie connexion, lorsque l'autre se sent compris et non analysé, vu et non corrigé, entendu et non simplement toléré. L'écoute authentique crée de la confiance, parce qu'elle fait les gens se sentir intéressants à tes côtés, et au fond, quand quelqu'un quitte une conversation en pensant « Je me suis senti intéressant en parlant avec lui », cette personne revient. Elle revient toujours, parce que tu as offert quelque chose de rare, la présence. L'écoute authentique n'est pas une technique, c'est de la maturité. C'est le courage de faire taire son propre ego pendant un instant pour voir l'univers qui vit dans l'autre. Et cela est bien plus puissant que n'importe quelle tentative d'impressionner. Les stoïciens parlèrent de rester présent, comme un entraînement quotidien de l'attention, comme la discipline de garder l'esprit dans l'instant exact où la vie se passe.
Et c'est ce qui distingue celui qui parle pour parler de celui qui parle pour se connecter. Être présent, c'est être entier. C'est offrir à l'autre quelque chose que presque personne n'offre, un espace sûr, clair, silencieux, où il peut exister sans hâte, sans compétition, sans peur de ne pas être suffisant. Voilà pourquoi j'aimerais en savoir plus là-dessus. N'est pas juste une phrase, c'est une décision. La décision de suspendre le jugement, de mettre ton propre monde intérieur en pause et d'ouvrir un espace pour l'univers qui se trouve devant toi. Et quand tu fais cela, quand tu restes présent pendant que l'autre se révèle, tu découvres quelque chose que les stoïciens savaient très bien. Écouter est une forme d'amour pour la vérité, parce que c'est à travers l'écoute que nous voyons qui l'autre est vraiment, et c'est à travers elle que nous voyons qui nous sommes en train de devenir. C'est dans le silence attentif, dans la calme présence, dans la curiosité sincère, que la communication cesse d'être un échange de mots et devient une rencontre. Et les rencontres, quand elles sont vraies, changent la vie. Principe 3. Ça a l'air difficile. Ces mots changent complètement la façon dont quelqu'un se sent à tes côtés. Et, curieusement, presque personne ne les utilise. Imagine ceci. Tu es en train de parler avec quelqu'un de proche, et la personne commence à se confier « J'essaye de gérer le travail, la maison, et en plus de m'occuper de ma mère, mais il y a des jours où je n'y arrive tout simplement pas. » La plupart du temps, la réponse automatique fait partie de celle-ci. « Mais tu as essayé d'organiser ta routine autrement. » Quand ça m'est arrivé, moi j'ai fait comme ça. Tu dois apprendre à mieux gérer tout ça. Ça ressemble à de la préoccupation, mais ça fait mal comme un jugement. Parce que la personne ne voulait pas de solution, elle voulait être vue. Et chaque fois qu'on essaie de réparer trop vite la douleur de quelqu'un, on crée cette sensation qu'il ne s'en sort pas assez bien. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne se confie, avec la même voix fatiguée, le même poids dans le regard. Et tu réponds simplement « ça a l'air difficile ». Pas pour minimiser, pas pour dramatiser, pas pour dire oui à tout, mais pour reconnaître que cette personne traverse quelque chose de réel. À cet instant précis, quelque chose d'important se passe. Son corps se relâche, la respiration change, parce que ce qu'elle a trouvé là, ce n'est pas quelqu'un qui veut réparer, mais un refuge, un port sûr, quelqu'un qui ne cherche pas à arracher la douleur trop vite, quelqu'un qui offre de l'accueil au lieu de la précipitation. Valider, ce n'est pas résoudre, c'est reconnaître l'humanité. Marc Aurèle disait « Sois indulgent avec les autres et exigeant avec toi-même ». Mais la plupart font l'inverse, exigent trop des autres et s'excusent trop auprès d'eux-mêmes. Quand tu valides la douleur de quelqu'un sans la corriger, tu crées un espace rare, presque sacré, où la personne peut être vulnérable sans craindre d'être vue comme faible ou incapable. C'est dans cet espace que les émotions se réorganisent, que la clarté revient, que ce qui semblait impossible devient supportable. Et le plus curieux, c'est que quand quelqu'un se sent vraiment compris, il se renforce tout seul, parce que le poids émotionnel ne diminue pas avec des solutions, il diminue avec de la présence. Ça a l'air difficile, n'est pas une technique, c'est une façon de dire « je te vois, je vois ce que tu portes, et tu n'es pas seul dans cet instant ». Les stoïciens comprenaient que porter son propre poids est déjà suffisamment ardu. Personne n'a besoin de porter aussi les attentes de quelqu'un d'autre. Et valider la souffrance de quelqu'un ne veut pas dire être d'accord avec tout. Cela veut dire reconnaître qu'il y a une personne là, traversant quelque chose qui a la taille de sa propre vie. Au final, les relations les plus profondes ne sont pas faites de conseils, elles sont faites de présence. Et celui qui apprend à valider, apprend à aimer d'une manière mûre, sans hâte, sans imposition, sans essayer d'effacer ce qui doit encore être regardé. Quand tu dis « ça a l'air difficile », tu ne résous pas le problème de l'autre, tu lui rends la dignité de ne pas devoir être fort tout le temps, et cette dignité est souvent ce qui lui donne enfin la force de continuer. Principe 4. Je ne sais pas. 3 mots simples. Mais quand ils sont dits avec calme, ils révèlent une force que très peu de personnes ont le courage de montrer. Imagine la scène. Tu es en train de parler avec quelqu'un au travail, discutant de choses banales de la journée, jusqu'au moment où la personne te dit « J'essaie de comprendre un peu mieux le domaine des finances, tu sais comment fonctionne ce truc de revenu fixe ?» C'est une question simple, mais elle déclenche chez beaucoup de gens une alarme interne. La peur de paraître ignorant, l'angoisse de ne pas être à la hauteur,
ce besoin presque automatique de paraître préparé. Et là, commencent les réponses improvisées. Je m'y connais un peu. J'ai déjà lu quelques trucs. Je ne suis pas expert, mais pendant que la personne parle, tu sens le malaise monter, des phrases hésitantes essayant de paraître sûres, des mots qui sonnent comme une explication, mais qui ne sont rien d'autre qu'une tentative de cacher la crainte. C'est comme si la personne se battait contre un silence qui semble trop dangereux pour être laissé exister. Mais maintenant, imagine une autre attitude. La même question. Tu sais comment ça marche? Et toi, tu réponds sans hésiter, sans te justifier, sans te sentir inférieur. Je ne sais pas. Juste ça. 2 mots simples, clairs, entiers. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la présence. Et l'espace change immédiatement. L'autre se détend, le poids social disparaît, et la conversation cesse d'être une scène où chacun essaie de se prouver quelque chose. D'un coup, vous êtes sur le même niveau. Et c'est exactement ça qui crée la confiance. Il y a des personnes que tu écoutes et dès les premières phrases, tu sais qu'elles ne sont pas en train d'essayer de paraître quelque chose. Elles sont, simplement, et cette transparence les rend paradoxalement plus fortes que n'importe quelle tentative d'exhiber du savoir. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ça n'était pas un artifice rhétorique, c'était une forme de liberté. Parce que celui qui admet ne pas savoir s'ouvre à l'apprentissage, tandis que celui qui doit constamment faire semblant reste prisonnier de sa propre image. Les stoïciens voyaient cette humilité non pas comme une soumission, mais comme de la lucidité. La lucidité de reconnaître que personne ne perd de valeur en admettant son ignorance. Au contraire, on gagne du respect. Parce que l'honnêteté transmet de la sécurité, et la sécurité crée du lien. Quand tu dis « je ne sais pas » avec présence, la personne en face sent qu'elle est devant quelqu'un de réel, pas quelqu'un qui essaie d'impressionner, pas quelqu'un qui cherche à dominer la conversation, mais quelqu'un qui est là, pleinement, consciemment, sincèrement. Et, dans ce type d'échange, apparaît un terrain fertile pour apprendre, poser des questions, explorer. Le dialogue devient léger, humain, authentique, et la relation grandit sans effort. Le « je ne sais pas » n'est pas une technique d'humilité. C'est une posture, c'est l'ego qui s'incline pour laisser entrer la vérité. C'est la maturité qui reconnaît qu'il n'y a aucun problème à ne pas avoir toutes les réponses. Au bout du compte, admettre que tu ne sais pas est un acte de courage, parce que c'est une manière de dire « je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent ». Et cette liberté-là, beaucoup la cherchent toute leur vie, mais très peu ont le courage de la pratiquer. Principe 5. Le silence. L'espace le plus redouté dans une conversation et, en même temps, le plus puissant. Imagine la scène. Vous êtes assis à une table avec quelqu'un, peut-être dans un café ou dans une pièce tranquille, et après un bref échange de paroles, apparaît ce petit intervalle où personne ne dit rien. 1 seconde, 2 secondes, 3, et aussitôt naît l'inquiétude. La main attrape le téléphone, la jambe balance. L'esprit cherche désespérément n'importe quel sujet pour remplir le vide. Et alors commencent les phrases lancées au hasard. « Ah, et j'ai repensé à un truc. » Enfin, comme je disais, ou encore des rires nerveux qui n'ont leur place nulle part. Tout cela pour empêcher le silence, comme s'il s'agissait d'un ennemi à abattre. Mais imaginez maintenant une autre attitude. La même table, la même pause, le même intervalle entre une phrase et la suivante. Et, au lieu de vous précipiter pour combler l'espace, vous restez simplement là, vous respirez, et vous demeurez présent. Vous ne fuyez pas, vous ne cherchez pas des mots pressés, vous n'essayez pas de recoudre des pensées qui ne sont même pas encore nées. Vous reposez simplement un instant dans l'espace qui existe entre une phrase et une autre. Et soudain, le silence cesse d'être un malaise et devient présence. Et l'autre personne le sent, parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être proche de quelqu'un qui ne craint pas le vide, qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir exister, qui arrive à soutenir le moment sans s'y perdre. Le silence révèle une force discrète, la force de celui qui n'a rien à prouver, la force de celui qui est en paix avec lui-même, de celui qui ne passe pas son temps à lutter contre sa propre tête. Sénèque disait « Le silence est une leçon apprise au prix de nombreuses souffrances. » Et il avait raison, parce que le silence exige ce que peu de gens entraînent, la maturité émotionnelle. Quand vous devenez quelqu'un d'à l'aise avec le silence, vous transmettez quelque chose de rare, la stabilité. Et la stabilité, c'est irrésistible.
Les gens se détendent, la conversation s'approfondit et l'atmosphère change. Parce que le silence crée de l'attente. Il donne du poids à ce qui va être dit, il permet à la parole de naître au bon moment, non comme une fuite, mais comme une vérité. Le silence est le terrain où les gens finissent enfin par montrer qui ils sont. C'est là que le trac apparaît, que l'anxiété respire, que l'authenticité surgit. Et quand vous n'essayez pas d'y échapper, vous devenez quelqu'un de sûr, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit, et le silence est le miroir où l'on voit exactement ce que l'on porte en soi. Ceux qui ne supportent pas le silence, souvent, ne se supportent pas eux-mêmes. Mais ceux qui l'embrassent y trouvent une force. Au fond, le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace pour que la conversation respire, un espace pour que la vérité apparaisse, un espace pour que l'autre se sente bien à vos côtés. Quand vous apprenez à soutenir le silence, vous découvrez qu'il n'interrompt pas la conversation, il l'approfondit. Et très souvent, il dit exactement ce que les mots n'arrivent pas à dire. Principe 6. J'admire ton caractère. 4 mots rares. Pas parce qu'ils sont difficiles à dire, mais parce qu'ils exigent un type de regard que le monde moderne a désappris à cultiver. Le regard qui voit la personne au-delà de l'utilité, au-delà du geste, au-delà de ce qu'elle fait. Imagine la scène, tu es avec quelqu'un qui t'aide toujours, qui fait toujours de son mieux, qui est toujours présent, au travail, dans l'amitié, dans la famille. Un jour, cette personne te rend encore un service et tu réponds avec l'automatique « merci ». C'est juste, c'est poli, c'est nécessaire, mais parfois c'est peu. Parce que le merci reconnaît l'action et pas forcément l'être. Et c'est exactement là que beaucoup de relations perdent en profondeur. Pas parce qu'il manque de l'amour ou du respect, mais parce qu'il manque de la présence, il manque une pause. Il manque cette reconnaissance plus intime qui dit « je vois qui tu es ». Maintenant, imagine une autre attitude, la même personne, le même geste, le même moment. Mais au lieu de simplement dire « merci », tu regardes la personne dans les yeux pendant une seconde et tu dis calmement « j'admire ton caractère ». C'est différent, c'est plus grand, c'est plus humain. Parce que « j'admire ton caractère » ne parle pas de ce que la personne a fait, ça parle de ce qu'elle est quand elle le fait. Ça n'applaudit pas l'action, ça honore l'intention, ça ne reconnaît pas la fonction, ça reconnaît qui la personne est. Et personne ne reçoit cela avec indifférence. Il y a une forme de silence qui naît sur le visage de l'autre quand il comprend qu'il n'est pas évalué mais vu, comme si quelque chose en lui respirait un instant, soulagé, comme si enfin un morceau de son existence avait été reconnu pour de vrai. Marc Aurèle, dans ses pensées, avait l'habitude de réfléchir aux vertus de ceux qui marchaient à ses côtés et de remercier intérieurement pour la bonté, pour la fermeté, pour la patience, pour la loyauté qu'il voyait en chacun. Il comprenait que respecter l'autre n'est pas de la flatterie, c'est de la clarté. C'est voir la lumière que l'autre porte avant de voir le bénéfice qu'il produit. Mais cette phrase demande du soin. Dite trop souvent, elle perd sa force. Dite sans âme, elle sonne faux. Dite au mauvais moment, elle devient une technique. J'admire ton caractère doit naître du bon endroit. Cet espace silencieux où tu perçois vraiment la valeur de la personne, même si elle n'est en train de rien faire d'extraordinaire. Quand elle est utilisée avec sincérité, elle crée des liens qui ne se rompent pas. Parce que les gens ne deviennent pas loyaux grâce au service qu'ils reçoivent, ils deviennent loyaux parce qu'ils se sont sentis vus dans leur humanité. Les stoïciens comprenaient qu'aucune vertu n'existe isolément. Et le respect véritable est une vertu silencieuse, parce qu'il exige de l'attention, de l'humilité et de la gratitude. Tu ne dis pas « j'admire ton caractère » pour récompenser quelqu'un, tu le dis pour l'honorer. Au fond, ce qui soutient les relations, ce ne sont pas les grands gestes, mais les petites reconnaissances. Et quand tu apprends à respecter quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il apporte, les liens cessent d'être des transactions et deviennent des rencontres. Et les rencontres véritables ont une marque inconfondable, elles demeurent. Principe 7. L'art de savoir dire non. Un mot court, mais quand il est dit avec conscience, c'est la frontière qui sépare ceux qui vivent pour plaire de ceux qui vivent avec un vrai but. Pense à ça, quelqu'un t'envoie un message en disant « Tu peux m'aider 2 minutes » ou « Tu arrives à faire ça pour moi encore aujourd'hui ». Tu regardes la demande.
Tu sens ton corps s'alourdir. Tu réalises que tu es déjà fatigué, que tu as déjà trop de choses, que ça va te voler ta paix, mais la réponse sort automatiquement. Bien sûr, aucun souci, je vais m'arranger. Et juste après arrive ce goût amer de t'être trahi toi-même. Pas parce qu'aider serait mauvais, mais parce que ce oui n'est pas né de ta volonté, il est né de ta peur. Peur de paraître impoli, peur de décevoir, peur de perdre de l'affection, peur du conflit. Et sans t'en rendre compte, tu commences à porter de petits poids qui ne sont pas les tiens, pendant que les tiens s'accumulent dans un coin de ta vie. Maintenant pense à une autre attitude. Le même message, la même demande, la même pression silencieuse. Mais cette fois, tu respires profondément, tu observes ta limite interne et tu réponds calmement « non », sans dureté, sans longue justification et surtout sans remords. Juste une limite claire, dite avec tranquillité. À ce moment-là, quelque chose d'important se produit, non seulement chez l'autre, mais en toi. Ton corps se relâche, ton esprit s'éclaircit et ta valeur intérieure se réajuste. Parce que le non dit avec conscience n'est pas un mur, c'est un filtre. Il éloigne ce qui n'a pas de sens et préserve ce qui compte. Il cesse de favoriser ceux qui veulent seulement ta disponibilité et attire ceux qui respectent ton espace. Les stoïciens ont toujours enseigné que la maîtrise de soi, c'est dire non à ce qui affaiblit ton intégrité intérieure. Et Marc Aurèle insistait, si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Simple, direct et profond. Mais le monde moderne a créé l'illusion que dire non est un acte d'égoïsme. Et c'est précisément pour ça que tant de gens vivent épuisés, parce qu'ils disent oui là où ils devraient protéger leur énergie, et disent non uniquement à eux-mêmes. La vérité, c'est que tu n'es pas fait pour être accessible tout le temps. Tu es fait pour être entier, et personne ne peut rester entier lorsqu'il est dissous dans des engagements qu'il n'a pas choisis. Le non crée du respect, non pas parce qu'il limite l'autre, mais parce qu'il te renforce. Les gens commencent à comprendre que ton oui a de la valeur, a du poids, a une intention, parce qu'il n'est pas automatique, pas compulsif, pas guidé par la peur. Et c'est frappant comme tout change lorsque tu apprends à dire non. Tu termines tes journées avec dignité, pas avec regret. Tu choisis avec plus de clarté. Tu te traites avec plus de sérieux. Tu te vois comme quelqu'un qui mérite la paix, pas seulement la productivité. Le non est une forme d'amour-propre que peu de gens ont le courage de pratiquer. C'est la voix mature qui dit « je respecte ma limite ». Et celui qui se respecte apprend au monde entier à le respecter aussi. Dire non n'éloigne pas les bonnes personnes, ça éloigne seulement les mauvaises. Et ça protège la partie la plus précieuse de toi, ta présence. La communication ne dépend pas des mots, elle dépend de la conscience. Tu peux avoir du vocabulaire, des histoires, des techniques, des expériences, mais rien de tout cela ne touche quelqu'un si ton esprit n'est pas présent. Les stoïciens comprenaient que la véritable influence naît du caractère, pas de la performance, naît de l'attention, pas de l'effort, naît du silence intérieur, pas de la précipitation à remplir le monde de bruit. Et c'est exactement ce que font ces 7 principes. Ils ne te transforment pas en quelqu'un de plus bavard, mais en quelqu'un